Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un thème passionnant, c'est celui de l'économie de l'abonnement, un thème qui est exploité en matière de stratégie d'investissement chez Thematics Asset Management depuis la fin de l'année 2019, avec une stratégie et un fonds dédié justement à l'économie de l'abonnement. Le fonds s'appelle Thematics Subscription Economy et son gérant Nolan Hofmeyer est avec nous en plateau. Nolan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également l'un des fondateurs, je le rappelle, de Thematics Asset Management. Oui, je dis ce thème est passionnant parce que, alors évidemment, en tant que particulier, il résonne à nos oreilles. L'économie de l'abonnement, c'est notre quotidien. Je disais en rigolant, j'ai essayé de faire le compte de tous mes abonnements auxquels je peux souscrire chaque année. J'en ai aucune idée au final. Mais c'est un thème aussi qu'on retrouve dans l'univers B2B, des entreprises, le cloud, le logiciel, etc. fonctionnent aujourd'hui sur des logiques d'abonnement. Ma question est très simple parce que l'univers est très très vaste. L'économie de l'abonnement est un univers d'investissement très très vaste. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un abonnement? Qu'est-ce qui fait que pour vous, un abonnement n'a pas la même valeur qu'un autre, Nolan? Oui, bien sûr. Donc on va regarder différentes choses sur un abonnement. On va regarder notamment une des métriques qu'on regarde beaucoup qui s'appelle le taux de renouvellement. Parce que forcément, quand vous avez des abonnés qui renouvellent leur abonnement année après année, avec un taux de désabonnement qui est très très faible finalement, eh bien, la valeur de cet abonnement-là sera beaucoup plus importante qu'une personne qui va se désabonner tous les 2 ans d'un service. Donc vraiment, cette métrique du taux de renouvellement est très très importante. Et puis en face, on va mettre le coût d'acquisition d'un client. Parce que plus on renouvelle son abonnement, plus le client a de la valeur, mais il faut mettre en face les coûts finalement d'acquisition de ce client pour finalement avoir une profitabilité sur une entreprise. Si on regarde ce qui est votre ratio, je sais pas, risk-reward, on va dire, coût d'acquisition, taux de renouvellement, est-ce qu'il y a une distinction à faire d'ailleurs entre le monde B2C, de la consommation du particulier, et le monde B2B? Est-ce que ce sont deux univers différents d'une certaine manière quand on prend ces indicateurs clés pour vous, Nolan? Oui, bien sûr. Alors on voit du côté du consommateur, en principe, on a un taux de renouvellement qui est un peu plus faible que du côté des entreprises. Parce que pour les entreprises, quand vous abonnez à un service, c'est plus sur le long terme. Parce que si vous changez de service, ça a des implications sur d'autres services qui sont utilisés dans l'entreprise. Ça a des implications sur beaucoup d'employés à la fois. Donc on a, en règle générale, des taux de renouvellement qui sont plus élevés du côté de l'entreprise que du côté du consommateur. Et après, même au sein de chacun de ces deux gros segments, on va trouver des différenciations aussi. Du côté de l'entreprise, plus vos clients sont des grandes entreprises, plus ce taux de renouvellement aura tendance à être élevé, parce que de nouveau, ça a des implications beaucoup plus fortes que si vos clients sont un coiffeur ou un restaurant dans la rue. Et du côté consommateur, pareil, en fait, on va voir aussi la criticalité du service. Est-ce que c'est un service dont les consommateurs ont besoin tous les jours et qui ne peuvent pas s'en passer? Ou est-ce que c'est un service finalement qui est plus discrétionnaire et que vous pouvez facilement vous désabonner? Donc là aussi, on aura des taux d'abonnement qui seront, de renouvellement qui seront plus faibles si vous pouvez vous en passer plus facilement, bien sûr. Justement, ça nous amène à dire un mot de la conjoncture actuelle. Le risque est et on constate sans doute déjà des arbitrages en matière de dépenses de consommation discrétionnaires pour les particuliers, pour les ménages. Est-ce que c'est quelque chose dans les entreprises que vous suivez, dans votre univers d'investissement? Est-ce que quelque chose qui est déjà une réalité d'une certaine manière? Est-ce que ça reste un risque à court terme? Et comment vous appréhendez ce risque, effectivement? Est-ce qu'il y a un vrai risque pour des sociétés dont le modèle économique est l'abonnement de voir une chute de leurs recettes peut-être là sur les prochains mois et les prochains trimestres? Oui, bien sûr. Donc, on va voir sur comme vous dites, sur des dépenses plus discrétionnaires. Je pense qu'on a plus de risques. On va le voir sur certains services comme du dating en ligne, comme notamment du streaming vidéo aussi. On le voit aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent être abonnés à Netflix, à Hulu, à Disney+, etc. C'est assez clair que dans une période un peu plus compliquée, il y a de grands risques finalement qu'on va se focaliser que sur un seul service. Et c'est aussi ce qu'on va faire sur le portefeuille. On va plutôt aujourd'hui, dans une période où l'économie peut être un peu plus faible, se concentrer justement sur ces services très critiques. Alors sur le consommateur, on peut citer les opérateurs téléphoniques. On est quasi obligé aujourd'hui d'avoir un abonnement téléphonique. On aime bien aussi tout ce qui est les clubs entrepôts.
On a notamment une société américaine qui s'appelle Costco, où finalement, pour aller faire vos courses et pour pouvoir profiter de prix qui sont extrêmement intéressants dans ces entreprises, vous devez être membre. Et le modèle est très efficace parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 50% des profits de ces sociétés qui proviennent de cet abonnement. Et encore une fois, c'est plutôt critique pour les consommateurs parce que peu importe finalement l'économie, vous allez faire vos courses, vous allez vous nourrir quand même. Donc on a cette partie-là du côté du consommateur et du côté des entreprises aussi. On le voit, on travaille dans la finance, nous par exemple. Tant qu'on est là, on aura besoin d'un accès Bloomberg pour pouvoir gérer un portefeuille. Les sélectionneurs de fonds ont besoin d'un accès Morningstar pour trouver les fonds, etc. Donc c'est des services qui sont très très critiques, avec des taux de renouvellement qui sont très très élevés et qui sont en principe extrêmement résilients pendant des crises. Oui, c'est intéressant. Oui, Bloomberg est une société cotée, évidemment. J'ai vu MSCI aussi, donc des fournisseurs d'indices, Nasdaq, etc. Non, mais c'est intéressant de faire le lien avec... Dans une émission boursière, ça nous intéresse effectivement de voir ces modèles économiques très puissants également chez ces fournisseurs de données dans le monde de la finance. Oui, c'est vrai qu'on a vu cette évolution sur Nasdaq. Typiquement, on connaît Nasdaq pour l'échange finalement, pour le stock exchange. Mais aujourd'hui, Nasdaq en fait a accumulé des données qui sont très importantes et a été intelligemment finalement à packager ces données pour les vendre sous la forme d'abonnement, a lancé d'autres solutions finalement plus tard de management de la fraude par exemple parce que ses clients sont des banques et c'est vraiment aujourd'hui a augmenté la part de son chiffre d'affaires qui provenait d'abonnements de manière vraiment significative et c'est aujourd'hui quasiment les 3/4 des revenus de la société et on a vu ça, on le voit beaucoup en finance, on le voit avec MSCI, on le voit aussi avec le London Stock Exchange, avec Nasdaq, donc c'est vrai que c'est des sociétés qui sont très très résilientes dans ce type de marché. Ouais. Je reviens à nos abonnements du quotidien particuliers. Vous avez cité Netflix, mais bon, on a vu alors Deezer, l'entrée en bourse de Deezer, qui visiblement soulève des interrogations peut-être structurelles sur ces modèles économiques dans le domaine de l'entertainment. On a tous été frappés de voir, la valorisation de Netflix ou le cours de bourse de Netflix effacer les 2 années de Covid. Et c'est vrai qu'intuitivement, on se disait, mais si, c'est quand même 2 années qui ont complètement changé la croissance de Netflix, peut-être à jamais. Finalement, non. Le marché revient un petit peu sur ce qui était des évidences ou des convictions très fortes, ce qui apparaissait comme des convictions très fortes il y a quelques mois encore. Oui, exactement. Et c'est là que le thème est extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment cette diversification sur beaucoup d'industries différentes. Et on le voit aujourd'hui, le streaming, c'est une des industries qu'on peut jouer sur le fond, qui a toujours pris une part assez faible finalement dans le portefeuille. On pourrait très bien se dire que dans un fonds dédié à l'abonnement, finalement, Netflix est une position c'est l'évidence. Du top 10 et ça n'a jamais été le cas. Et ça n'a jamais été le cas. On revient à la valeur de l'abonnement. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un abonnement ? Et on le voit aujourd'hui, le streaming en soi, ça reste une industrie qui est très compétitive, qui a besoin on parlait du coût d'acquisition des clients, c'est une industrie qui a besoin de créer du nouveau contenu pour attirer de nouveaux abonnés et pour garder ces nouveaux abonnés, parce qu'on parlait du taux de renouvellement, garder un abonné est extrêmement important, souvent même plus important qu'acquérir un nouvel abonné. Et puis, du coup, on le voit, c'est une industrie qui est compétitive et en plus qui a des coûts d'acquisition qui sont assez élevés et des taux de renouvellement qui ne sont pas forcément les plus élevés. Donc c'est pour ça qu'à la fin, ce n'est pas forcément l'industrie la plus intéressante dans l'économie de l'abonnement. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu une exposition très très forte à ce segment-là. Et voilà, on n'a pas participé à Deezer par exemple non plus. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça montre vraiment cette diversification et cette diversité du type de modèle qu'on peut trouver même dans les modèles de l'abonnement. À propos de garder ses abonnés, on l'a tous vécu plus ou moins, mais comment dire, la capacité à ne pas se désabonner facilement. Alors, est-ce que ça fait encore partie de stratégies d'entreprise ? Est-ce que ce sont encore des pratiques courantes ? Et en tant qu'investisseur, comment vous regardez ces situations-là ? Si ce sont des réelles stratégies d'entreprise ? On se dit, finalement, ça permet de garder l'abonné plus facilement pour l'entreprise. C'est aussi un risque peut-être de réputation à terme. Non, exactement. Je pense que ça reste une stratégie très court terme parce que finalement... Et ça reste une pratique courante. Ça reste... Je pense rendre compliqué le chemin de désabonnement. Ça reste
c'est toujours moins courant, on dira. D'accord. Parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est vraiment... si c'est difficile pour vous de vous désabonner, le jour où vous y arrivez, c'est clair que vous n'allez plus vous réabonner. Donc c'est une stratégie qui est très très court-termiste et c'est clairement pas sur le type de société qu'on veut investir et c'est pas les sociétés qui ont du succès sur le long terme. Donc on le voit, on a plutôt, je dirais qu'on voit plutôt l'effet inverse. Alors on parlait de Netflix. Ouais. Netflix typiquement aujourd'hui, si vous n'utilisez pas le service du tout pendant plusieurs mois, Netflix va automatiquement vous désabonner sans que vous-même ayez à le faire. Donc on voit vraiment plutôt ces fournisseurs à vouloir aider les personnes à se désabonner. Et je pense une autre industrie qui me vient en tête, qui est intéressante, c'est l'industrie des salles de sport, où là aussi on a cette habitude d'avoir beaucoup de mal de se désabonner. Et on voit aujourd'hui que les acteurs qui ont tendance à prendre des parts de marché, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, c'est finalement ceux qui proposent des abonnements très flexibles, qui se permettent de désabonner vraiment d'un mois à l'autre. Ouais. Et on voit que c'est ce qui plaît aux consommateurs et c'est finalement la stratégie. Ça vient gagnante. Une source de création de valeur. Faciliter le désabonnement d'une certaine manière, ou rendre flexible l'abonnement et le désabonnement, c'est une création de source. C'est une source de création de valeur. Et vous rendez aussi facile le réabonnement. Oui, qui est aussi très important, C'est la fluidité qui marche dans les deux sens. Donc c'est vrai qu'on va plutôt se positionner sur ces modèles-là, bien sûr. Bon. Vous avez 2 ans et demi de recul sur la stratégie du fonds, Nolan. Alors c'est intéressant parce qu'en 2 ans et demi, vous avez vécu un concentré de stress test de marché entre la période pandémique, la réouverture et puis aujourd'hui une ambiance qui reste quand même compliquée. Qu'est-ce que vous retenez du comportement justement de la stratégie depuis donc fin 2019, c'est le lancement du fonds? Oui, non, c'était intéressant. C'est vrai, comme vous dites, on a un stress test finalement de plein de différents environnements de marché en 2 ans et demi. Ouais, je pense qu'on en retient vraiment 2 caractéristiques importantes pour ce produit. La première, c'est la résilience de ce type de modèle. C'est des revenus récurrents. Si vous avez des taux de renouvellement qui sont élevés, c'est du chiffre d'affaires qui revient année après année et que vous pouvez prédire. Parce que vous savez qu'en moyenne, 60, 70, 80% de vos clients vont renouveler. Donc vous pouvez avoir cette visibilité sur votre chiffre d'affaires futur, ce qui va vous permettre de continuer d'investir. Et c'est quelque chose que forcément les CEO apprécient grandement et ça leur permet de sortir de ces situations plus compliquées en ayant continué d'investir et de sortir des crises avec des produits qui sont dans bien meilleure position. Donc vraiment cette résilience, on a pu la voir en tout début du Covid où quasiment toutes les sociétés du portefeuille et même celles qui bénéficiaient pas forcément du Covid ont été capables de donner des guidance au marché alors que la plupart des entreprises standards finalement n'étaient plus capables. Donc ça c'est cette première caractéristique qui était très très claire pour nous. Et puis la deuxième, je dirais que c'est la non-cyclicalité finalement de ce produit, et ce qui fait du sens, parce que l'idée d'un abonnement, c'est finalement de ne pas avoir ces cycles de beaucoup de personnes vont acheter en même temps et beaucoup de personnes ne vont plus acheter en même temps. C'est vraiment de lisser votre chiffre d'affaires sur le long terme, mais ce qui fait que dans des périodes de boom cyclique, forcément, on a des sociétés qui, vu qu'elles n'ont pas forcément été mauvaises dans les périodes de récession, ne vont pas rebondir de la même manière. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir, notamment dans le premier semestre 2021, où lorsqu'on a un boom cyclique comme ça, les sociétés n'en profitent pas. Mais c'est sûr que sur le long terme, en tout cas pour les gérants de ces sociétés, cette visibilité reste hyper attractive. Il y a moins de bêta, moins de volatilité, et c'est ce que beaucoup d'investisseurs recherchent aussi quand ils veulent déployer des investissements. Merci beaucoup Nolan, merci d'être venu évoquer donc ce thème de l'économie de l'abonnement exploité à travers la stratégie Thematics Subscription Economy. Nolan Hoffmeyer, gérant de la stratégie chez Thematics Asset Management et cofondateur de Thematics AM, était avec nous, l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.